Alors bonjour à tous, je m'appelle Patricia Decartier, je suis licenciée en psychologie et neuropsychologue et je suis spécialisée dans l'accompagnement des jeunes qui présentent des difficultés d'apprentissage scolaire et plus spécifiquement qui présentent un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors je consulte d'une part au cabinet Motamo à Woluwe et d'autre part au Chirec à Delta en neuropédiatrie. Alors quand il y a une demande de consultation pour un diagnostic de TDAH, je vais tenir compte de différents éléments, dont tout d'abord l'entretien clinique qui va être capital. Et durant cet entretien clinique, je vais établir une anamnèse bien complète en parcourant l'histoire familiale du jeune, l'histoire médicale et paramédicale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais aussi analyser les bulletins scolaires du jeune et je vais identifier aussi les remarques des professeurs, voir un peu où est-ce que ça coince à l'école et qu'est-ce qui pose problème dans le milieu scolaire. D'autre part, je vais aussi tenir compte des plaintes de la part du jeune, d'une part, et aussi du parent, et voir un peu, mais en fait, qu'est-ce qui trouble mon quotidien? Est-ce que c'est plutôt parce que je suis en échec scolaire et donc je présente des difficultés scolaires? Est-ce que c'est là que ça coince? Est-ce que c'est plutôt un souci de gestion des émotions parce qu'en fait je déborde trop dans les émotions? Est-ce que c'est parce que j'ai des soucis plutôt relationnels, soit dans la fratrie, soit avec les pairs? Et donc c'est vraiment d'identifier la plainte dans la vie de tous les jours au niveau familial. On va aussi tenir compte on va leur poser la question de savoir s'il y a des troubles associés ou pas. Et pour ce faire, parfois, du coup, je vais appeler les intervenants qui vont pouvoir m'aiguiller sur ce plan-là. On va aussi, durant cet entretien clinique, on va leur donner des questionnaires qui vont venir aider au diagnostic du TDAH. Et donc, on va leur donner les questionnaires de type Brief ou de type Conners. Moi, je travaille très fort avec les questionnaires des échelles de Brown. Et donc, on va leur transmettre ces questionnaires-là parce que ça va venir compléter éventuellement le diagnostic. Et alors, on va aussi observer l'enfant en séance. Et ça, c'est vraiment capital. Déjà, lors du premier entretien clinique, on va observer l'enfant et voir comment il réagit face aux questions que je pose. Donc ça, c'est déjà une bonne façon d'observer l'enfant. Et alors, une autre façon d'observer l'enfant, c'est de passer par un bilan neuropsychologique complet. D'autant plus s'il y a des plaintes sur le plan scolaire. Donc, d'autant plus si on constate que le jeune présente des difficultés d'apprentissage, autrement dit, si on se rend compte que les difficultés attentionnelles altèrent le bon fonctionnement scolaire du jeune et qu'il peut même éventuellement se présenter en échec scolaire, ce sera judicieux d'établir et de prévoir un bilan neuropsychologique complet. Alors, il y a une petite remarque par rapport que je voulais vous dire ici, c'est que le bilan neuropsychologique ne permet pas à lui seul de poser un diagnostic de TDAH. Le bilan neuropsychologique est vu comme une aide au diagnostic de TDAH. Il faut tenir compte des différents éléments que je viens d'énumérer, donc comme je vous disais, l'entretien clinique, l'anamnèse, etc. Et en plus de ça, il faut exclure une fragilité médicale qui pourrait justifier les problèmes d'attention. Je pense par exemple à des jeunes qui sont épileptiques, ils vont développer des problèmes d'attention, plutôt épilepsie absence, c'est plutôt à ça que je pensais, ou des enfants qui ont aussi des troubles thyroïdiens, ils vont être clairement hyperactifs. Et donc du coup, il faudra pouvoir bien exclure une fragilité médicale. Et donc, on va pour ce faire référer un professionnel spécialisé et un médecin spécialisé comme un neuropédiatre ou pédopsychiatre qui au final posera le diagnostic. Donc, c'était une petite parenthèse. Donc je reviens à mon bilan neuropsychologique qui est tout à fait judicieux d'être réalisé quand il y a des plaintes d'ordre scolaire. Et dans ce bilan neuropsychologique, pour être bien complet, on va faire deux types de bilans. On va commencer par le bilan QI, d'une part, et puis on va également faire le bilan d'attention. Alors, le bilan QI est très intéressant pour plusieurs choses. Tout d'abord, dans le bilan QI, on va pouvoir identifier les forces et les faiblesses du jeune et donc on va pouvoir s'appuyer sur les forces en séance. Et c'est important évidemment d'identifier les faiblesses pour pouvoir l'aider là où se pose le problème d'ordre plutôt cognitif. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Et puis d'autre part, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire un bilan QI? Parce que parfois les parents viennent avec des plaintes au niveau attentionnel et en fait on se rend compte que les difficultés attentionnelles s'expliquent par autre chose qu'un TDAH en tant que tel. Je pense par exemple à des jeunes qui présentent des difficultés au niveau visio-spatial, comme un dyspraxique par exemple. Forcément, il va développer des difficultés attentionnelles parce que c'est la conséquence de son trouble. Ou je pense aussi aux jeunes dysphasiques
Il va aussi développer des ressources, des difficultés attentionnelles, parce que le fait de se concentrer sur les tâches langagières, ça va lui demander tellement de ressources attentionnelles qu'à un moment, forcément, il va finir par décrocher. Et le bilan QI permet vraiment d'identifier là où ça coince. Donc si par exemple, j'observe qu'au niveau visuospatial, il y a un souci, on va creuser alors dans un autre bilan, plutôt dyspraxie et autres, en fonction de mes observations. Et alors, on va plutôt partir sur, sans doute, des difficultés de dyspraxie et non pas de TDAH. Donc c'est pour ça que le QI me semble tout à fait judicieux d'être réalisé dans un premier temps. Et alors, dans un deuxième temps, il s'agira de faire le bilan d'attention, parce que de nouveau, c'est une façon d'observer l'enfant. Donc, je me répète, mais ce bilan ne permet pas à lui seul de poser le diagnostic de TDAH, mais il est quand même très intéressant, parce que c'est une façon pour moi d'observer l'enfant en séance et de voir comment il réagit face à certaines tâches et face à certaines situations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir évaluer les fonctions attentionnelles et exécutives de l'enfant. Je pense par exemple aux fonctions d'attention sélective visuelle, d'attention sélective auditive. On va évaluer les capacités d'attention dévisée, voir comment il réagit en situation de double tâche. On va aussi sonder tout ce qui concerne les capacités d'alerte. Est-ce qu'il est plutôt ralenti? Est-ce qu'il est plutôt rapide face à quand on lui pose des questions, par exemple? Est-ce que ses temps de réaction sont plutôt lents ou pas? On va aussi sonder toutes les fonctions exécutives, dont les capacités d'inhibition, pour voir s'il y a une éventuelle impulsivité ou pas. On va aussi sonder l'aspect qui touche plutôt l'hyperactivité. On va voir aussi comment est-ce qu'il planifie son travail, comment est-ce qu'il fait preuve de flexibilité, ou peut-être qu'il n'en fait pas preuve de flexibilité. Enfin bref, en tout cas dans le bilan neuropsy qui concerne vraiment le bilan d'attention, on va pouvoir observer l'enfant. Et donc du coup, les observations cliniques durant ce bilan vont clairement venir aider au diagnostic du TDAH. Donc ça, c'est vraiment important, je trouve, de pouvoir faire un bilan bien complet. Ces observations vont vraiment être indicateurs d'un éventuel trouble d'attention ou pas. Et donc, ce n'est qu'après l'entretien clinique, après l'analyse aussi des questionnaires que je leur aurais donnés, après l'analyse des bilans et sur base de mes observations cliniques et sur base aussi du passage chez le médecin, qu'on va pouvoir identifier si le jeune rentre ou non dans les critères diagnostiques du TDAH. Je me répète, mais c'est avec l'aide du médecin, bien sûr, qui au final pose le diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé, on va pouvoir accompagner le jeune. Et donc, il y a tout ce volet après d'accompagnement. Et donc, on va agir sur différents fronts. On va d'abord agir sur le corps professoral. On va pouvoir donner des tas d'aménagements scolaires aux jeunes pour, du coup, faciliter les apprentissages au quotidien dans le milieu scolaire, parce que ces jeunes ont droit de nos jours à avoir les aménagements scolaires, ça c'est d'une part, et d'autre part on va viser un accompagnement individualisé, personnalisé. Et pour cet accompagnement-là, on va d'abord voir avec le jeune et bien sûr les parents, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité. Est-ce que ça va être plutôt un suivi d'ordre psycho-affectif, puisqu'on se rend compte que ce sont les émotions qui prennent trop le dessus, parce que c'est un jeune hyperactif qui ne sait pas se contrôler sur le plan comportemental, ou est-ce que c'est plutôt des difficultés sur le plan des apprentissages scolaires, et qu'on se rend compte que les difficultés attentionnelles impactent de trop le bon fonctionnement scolaire du jeune. Et donc là, alors, on va plutôt viser une prise en charge neuropsy. Et si on vise cette prise en charge neuropsy, on va du coup les aider à trouver des stratégies d'apprentissage pour contourner le trouble de l'attention. Et c'est ma part de travail, et c'est ce que je vais vous développer maintenant, vu que je suis neuropsychologue et spécialisée dans ce domaine-là. Donc au niveau de l'accompagnement, donc ce que je fais, donc ma méthodologie à moi consiste vraiment à donner aux jeunes des outils bien concrets dans leur cours afin de rendre leur étude plus efficace et plus optimale d'une part, et aussi pour les rendre autonomes dans leurs apprentissages. Et donc mon objectif, c'est de leur donner des stratégies d'apprentissage qui vont être efficaces dans le but aussi de pouvoir les appliquer au quotidien dans leurs cours. Donc ça, c'est important à avoir en tête, et en fait, autrement dit, je vais leur donner des outils concrets pour contourner leur trouble d'attention et pour mieux vivre avec leur TDAH, parce que finalement, ils resteront TDAH toute leur vie, et le but, c'est de pouvoir leur donner des outils concrets. Donc, comment est-ce que je fonctionne concrètement? C'est qu'ils vont venir en séance avec leur journal de classe, ils vont l'ouvrir devant moi, et on va partir de toutes les interros et les devoirs qu'ils vont avoir, et mon rôle sera de leur donner des stratégies d'apprentissage pour faciliter leur étude dans telle et telle matière.
Donc c'est vraiment le but. Et donc d'une part aussi, et d'autre part, pardon, pour contourner le problème d'attention. Et donc du coup, ils sont super motivés parce qu'ils vont voir que d'une part, ils avancent dans leur matière et en plus que ça les aide parce qu'on va travailler concrètement dans leur cours. Si vous voulez, c'est un peu des séances de méthode de travail, mais c'est plus poussé que ça. C'est vraiment de la gestion mentale parce qu'on va voir avec eux comment est-ce qu'ils fonctionnent dans leur tête, comment est-ce que je fonctionne dans ma tête pour mémoriser une matière, pour bien comprendre la matière. Et donc, sur base de mes observations, je vais leur donner les trucs et les astuces qui vont les aider au mieux à contrer leurs troubles de l'attention. Donc, c'est ça. Et on va voir avec eux, tiens, est-ce que je suis plus visuel, plus auditif, plus linéaire, plus global. Et on se rend compte clairement dans la pratique ici en neuropsychologie que beaucoup d'enfants ont du mal à se faire des représentations mentales. Et donc l'enjeu de ces séances, c'est de les aider à développer des représentations mentales en tenant compte toujours de leurs troubles de l'attention, bien sûr. C'est dans ce cadre-là qu'on le fait. Et donc ce sont des séances très personnalisées et très individualisées. Ce qu'on va faire avec un jeune, on va sans doute pas le faire avec un autre. Donc on va vraiment identifier avec lui là où ça pose problème. Il y en a pour qui ça va être les difficultés attentionnelles, mais un TDAH peut aussi présenter par moments des problèmes de compréhension, et donc on va s'attarder là-dessus aussi. Et donc pour vous donner une idée, comment est-ce que ça se passe concrètement en séance, tout d'abord, je vais leur donner des outils pour travailler dans de bonnes conditions. Ça, c'est vraiment la base. Parce que pour faire une bonne méthode de travail, comme je leur dis, il faut d'abord s'assurer de travailler dans de bonnes conditions, dans un bon contexte, avec une bonne structuration de travail. C'est la toute base. Ensuite, durant les séances, forcément, on va partir de leurs plaintes. On va leur transmettre des techniques de mémorisation et de rédaction de plans de matière. On va travailler sur ce volet-là. Je vais élaborer avec le jeune des fiches techniques qui vont être très personnalisées. On va aborder ensemble tous les trucs et les astuces pour mieux comprendre une matière, pour bien développer tout ce qui concerne les traitements explicites et implicites. On va leur faire prendre conscience aussi de comment justement identifier mes erreurs attentionnelles dans les interros par exemple. Et on va aussi les aider à contourner leurs troubles d'attention par des techniques bien précises. Je peux vous donner quelques techniques. Par exemple, on va les encourager à utiliser le fluo et donc à souligner des mots-clés dans les consignes. On va les encourager, par exemple, à étudier à l'oral, parce que quand j'étudie à l'oral, ça va m'empêcher de penser à autre chose. On sait très bien que quand on étudie dans nos têtes, à un moment, il y a une interférence qui peut se faire entre l'étude et ce à quoi je pense. On sait que c'est ce à quoi je pense qui va prendre le dessus, c'est-à-dire le football, par exemple. Et on n'en a pas conscience parce que ça se passe au même endroit. Alors que si j'étudie à haute voix, je ne saurais pas penser à autre chose en même temps. C'est impossible, et alors je vais m'arrêter de parler pour penser à autre chose. Mais du coup, je me rends tout de suite compte que je ne suis plus concentrée. Ça va être une autre technique, par exemple. On va, chez certains, donc il faudra voir avec le profil du jeune qu'on a devant nous, mais chez certains, on va encourager le dialogue intérieur. Je pense aux ados qui sont plutôt en 4e, 5e réto, voire des étudiants. C'est plutôt d'encourager ce dialogue intérieur. Et donc, c'est un peu se parler à soi-même. Donc, si le prof développe l'une ou l'autre théorie, c'est de se dire « Ah, mais la semaine dernière, j'ai vu ça, je me souviens que c'était ça, etc. » En fait, le tout, c'est de les rendre actifs. Parce qu'une fois qu'ils seront actifs au cours, ils vont être d'autant plus concentrés. Et alors, je leur parle toujours de cette petite métaphore. Je leur dis qu'on peut comparer l'attention et la concentration à une lampe de poche, parce que quand j'allume ma lampe de poche, elle éclaire qu'une seule chose. Et en fait, la concentration, c'est ça, c'est focaliser son attention sur une seule chose en faisant abstraction du reste. Sur une chose qui demande un certain effort, on est bien d'accord, et qui dure un certain temps également. Mais ça peut être très parlant pour les jeunes de se rendre compte que de temps en temps, ils doivent allumer leur lampe de poche. Et voilà, donc on va développer des tas de petites techniques pour les aider à se concentrer. La prise de notes peut aussi aider, ou le sketchnoting, donc c'est une forme de calligraphie qui fait que le fait de prendre note de cette façon-là, ça va les aider aussi à mieux se concentrer. On va aussi les encourager à participer au cours, parce que de nouveau, on est beaucoup plus actifs quand on participe au cours. Enfin voilà, quelques petits exemples comme ça, il y en a plein d'autres, mais donc on va identifier avec le jeune quel outil va être le plus adapté pour lui, parce qu'il y a bien un de ces outils-là qui va l'aider en séance. Et alors il y a une autre part, il y a une autre chose dont je voulais vous faire part dans le cadre de cet accompagnement d'un enfant en TDAH, c'est la guidance parentale. Donc on va guider les parents soit en fin de séance, soit durant une séance entière. On va les aider à pouvoir aider, on va les aider
à bien encadrer leurs jeunes au quotidien au niveau de la méthode de travail. Et donc, il faut simplement leur transmettre des conseils qui vont pouvoir être adaptés et pouvoir être mis en application au quotidien. Ils ont besoin d'être guidés, les parents. Donc voilà, ça c'est un peu ma façon de fonctionner. Et alors j'utilise forcément des outils qui proviennent de la neuropsychologie, de la pédagogie positive, de la gestion mentale et de la psychoéducation. On organise aussi pas mal de stages pour les ados durant l'été et pendant les vacances scolaires comme pendant les vacances d'avril. Et c'est très riche de pouvoir les observer en situation de groupe, parce que là on est vraiment en situation encore plus proche du milieu scolaire, parce qu'on va utiliser toutes ces techniques en groupe. Et donc voilà, et alors on donne aussi pas mal de formations autour de ce thème-là, et notamment autour de la méthode de travail. Et vous pouvez toujours trouver toutes les informations sur mon site www.patriciadecartier.com.